Bonjour, nous allons commencer puisque l'heure tourne. Donc nous avons à peu près jusqu'à 11h20 pour cette table ronde. Alors je demanderai aux intervenants d'avoir des interventions compactes, 10-12 minutes maximum pour que nous ayons le temps d'avoir un échange avec la salle et si possible un débat entre les intervenants. Alors je me présente, je suis Olivier Caron, directeur général du CSFRS. Donc cette table ronde, comme ça. Donc cette table ronde est consacrée donc aux questions de défense. Donc nous en avons un peu déjà parlé un petit peu dans la table ronde précédente, puisqu'on a fait le lien entre les questions d'harmonisation fiscale et sociale et la question de solidarité du sang. Et donc là, la tête de la table ronde est solidarité dans l'adversité, une défense, une politique extérieure commune. Car en effet, quel domaine, vu le contexte stratégique actuel, s'il y a un domaine où l'exigence de solidarité devrait s'imposer, c'est bien celui de la défense, mais c'est justement ce dont on va discuter immédiatement. Donc le premier intervenant donc à cette table ronde est Maxime Lefebvre, donc Maxime Lefebvre à ma droite, donc qui est diplomate, actuellement chargé de mission pour la prospective auprès du directeur de l'Union européenne. Il est également professeur en questions internationales et européennes à l'Institut d'études politiques de Paris et de la SCP Europe. Et il a réalisé des ouvrages donc sur l'Union européenne. L'Union européenne peut-elle devenir une grande puissance? La construction de l'Europe et l'avenir des nations. Donc nous sommes tout à fait dans la thématique et dans le flot de cette table ronde. Maxime Lefebvre, vous avez la parole. Merci beaucoup Olivier. Bon, je vais essayer d'être bref. Alors, au titre de mes fonctions actuelles, je voulais signaler que je contribue pour le Quai d'Orsay à une mission qui a été confiée par le président de la République à Louis Gauthier, qui est l'ancien secrétaire général à la Défense et à la Sécurité nationale, justement pour faire des propositions sur l'Europe de la défense. Donc, il prépare actuellement un rapport sur cette question qui tient à cœur au président et qui faisait partie des propositions qu'il avait faites d'ailleurs dans le discours de la Sorbonne en 2017. Donc actuellement on travaille là-dessus avec des personnes aussi naturellement de la sphère militaire. Alors, cette thématique de l'Europe de la défense, effectivement, elle a été relancée dans les années récentes pour plusieurs raisons. Ça fait longtemps qu'on parle d'Europe de la défense. Déjà, en 1948, il y avait le traité de Bruxelles, avant même qu'on lance l'OTAN. Mais effectivement, l'OTAN avait complètement phagocyté le débat sur l'Europe de la défense. Mais déjà, au temps de la guerre froide, à la fin de la guerre froide, on essayait de relancer, à travers l'Union de l'Europe occidentale, un rôle européen en matière de sécurité et de défense. Et les choses se sont considérablement développées récemment. Alors, je ne vais pas refaire tout l'historique, parce que il y a eu le traité de Maastricht, il y a eu le lancement de la PESD après le sommet franco-britannique de Saint-Malo à partir de 1999. Il y a eu ensuite les premières missions militaires de l'Union européenne à partir de 2003, militaires mais aussi civilo-militaires. Mais là, on est dans une phase un peu nouvelle qui s'est ouverte depuis 2012-2013. Et cette relance de l'Europe de la défense répond en fait à plusieurs objectifs, plusieurs raisons, plusieurs explications. D'abord le fait que l'Union européenne devient de plus en plus un acteur global au niveau mondial, parce qu'effectivement elle affirme sa politique étrangère, c'est un acteur du monde multipolaire qui se dessine, mais aussi parce que l'Union européenne affirme ses compétences dans l'ensemble du champ des politiques, y compris des politiques intérieures qui peuvent avoir des effets sur le champ extérieur. C'est comme ça que s'est construite toute la politique étrangère européenne en vérité, c'est-à-dire d'abord en prenant ce qu'il y avait comme compétences internes et en les traduisant sur les relations extérieures.
Et donc, notamment sur des sujets comme la sécurité intérieure, les questions de justice, affaires intérieures, l'Union européenne a considérablement développé son rôle. Je vous rappelle qu'au temps du traité de Maastricht, on parlait du troisième pilier qui était uniquement intergouvernemental parce que c'était considéré comme des questions au cœur de la souveraineté. Et au fur et à mesure, ces questions ont été complètement communautarisées. Il reste des choses qui sont décidées à l'unanimité, mais en réalité, on est dans la méthode communautaire pour tout ce qui concerne la sécurité intérieure. Donc ça peut couvrir la lutte contre le terrorisme, ça peut couvrir la lutte contre la criminalité organisée, la protection des frontières. On parle beaucoup en ce moment avec les questions migratoires du rôle de Frontex et du renforcement de l'agence Frontex. On parle des questions de cybersécurité sur laquelle l'Union européenne est de plus en plus présente. Donc sur tous ces sujets-là, le développement de compétences intérieures fait que l'Europe s'occupe de sécurité et que ça peut aussi avoir des conséquences en termes de sécurité extérieure. Il y a d'ailleurs eu la nomination récente, en 2016, confiée à un Britannique, d'un commissaire à l'Union de sécurité. Donc un commissaire européen qui est chargé de la sécurité, Julian King, qui était le nouveau commissaire britannique nommé après le vote sur le Brexit, et qui justement est chargé de ces questions-là, qui travaille par exemple sur la lutte contre la radicalisation, la lutte contre la propagande djihadiste sur Internet, etc. Donc c'est vrai, c'est des sujets sur lesquels on peut déjà s'appuyer sur la méthode communautaire et les compétences communautaires. Le deuxième élément, je crois, qui explique cet élan nouveau de l'Europe de la défense, entre Européens, je crois que c'est une volonté de rendre plus efficientes les dépenses militaires européennes. C'est le fait que, on le dit depuis longtemps, les programmes européens sont éclatés, les dépenses militaires européennes sont éclatées, les Européens dépensent la moitié de ce que dépensent les Américains en matière de défense, mais ils n'atteignent que 10 à 15% des capacités américaines. Donc il y a un vrai sujet sur ces questions-là. Il y a un besoin de rendre tout ça plus efficient dans un contexte où les dépenses publiques sont sous pression, après la grande crise mondiale de 2008-2009. Et on a déjà vu apparaître autour de 2010 des initiatives nouvelles, ce qu'on appelle le pooling and sharing, pour essayer justement de mutualiser les dépenses européennes, les programmes européens, essayer d'atteindre ensemble plus d'efficacité. Là, l'union fait la force. Là où les programmes étaient auparavant très divisés. La troisième raison, c'est le contexte stratégique qui fait que l'Europe est confrontée à des menaces nouvelles, à des risques nouveaux. Alors évidemment, ce sont les tensions croissantes avec la Russie, depuis la crise ukrainienne de 2014. Les tensions avec la Russie, moi j'ai beaucoup travaillé dessus dans ma carrière, ne sont pas nouvelles, mais la crise ukrainienne en 2014, évidemment, a provoqué un choc, parce que c'était une crise très, très lourde, d'ampleur inconnue jusqu'à présent, impliquant des millions de personnes sur les territoires concernés, la Crimée, l'est de l'Ukraine. Et ça a amené les Européens à prendre l'engagement de porter à 2% leur effort de défense par rapport au PIB, engagement qui a été pris dans le cadre de l'OTAN, au sommet du Pays de Galles en 2014. Donc évidemment, ça amène à relancer l'Europe de la défense aussi entre Européens. Les Américains, depuis longtemps, disent que les Européens doivent être plus autonomes en matière stratégique, doivent prendre plus de responsabilités. C'est un vieil appel qui existait déjà au début de la guerre froide. Et Robert Gates, par exemple, quand il est parti, je crois que c'était en 2010 ou 2011, avait appelé les Européens à prendre plus de responsabilités en matière stratégique. Donc tout ce contexte stratégique fait que les Européens sont obligés de se mobiliser, se prendre en main pour faire plus pour leur défense. Et le dernier élément, c'est le Brexit, qui aurait pu être un élément qui affaiblit la défense européenne, mais en réalité, le départ du Royaume-Uni fait que, d'une part, disparaît un verrou ou un blocage que mettait le Royaume-Uni sur un certain nombre de sujets pour le développement de l'Europe de la défense. Et deuxièmement, ça amène aussi les dirigeants européens à essayer de se réconcilier avec les opinions et à mettre davantage au premier plan la thématique d'une Europe qui protège. Et une Europe qui protège, ça veut dire être plus présent dans les questions de sécurité et de défense. Alors par quoi passe cette relance ? Elle passe d'abord et essentiellement par la mobilisation de nouveaux instruments communautaires. Et là, la Commission européenne joue un rôle clé. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, cette mobilisation de la Commission européenne dans le domaine de la défense, avec le lancement de fonds communautaires
un programme de recherche militaire qui se monte à 90 millions d'euros jusqu'à 2020 et le lancement de projets et de financement de projets capacitaires européens en matière de défense qui se monte à 500 millions. Donc on est sur un bloc de presque 600 millions sur la période 2017-2020. Et ce montant, la Commission européenne a proposé de le porter à 13 milliards d'euros. Donc vous voyez, c'est quand même considérable, 13 milliards d'euros, presque 2 milliards par an, sur la période 2014-2020. C'est-à-dire recherche militaire, des projets de recherche militaire, alors que jusqu'à présent la recherche était civile, et des projets, le financement de projets capacitaires, donc en coopération. Et bien sûr, c'est en coopération. Il ne s'agit pas de... L'Europe ne va pas développer tout seul des projets, ce sont des projets multinationaux, mais elle sert en fait de levier pour les développer. Ce qui est aussi nouveau, c'est le lancement d'une coopération structurée permanente qui était prévue par les traités. C'était quelque chose qui avait été mis en chantier lors de la Convention européenne de 2002-2003, qu'on a retrouvé dans la Constitution européenne, qui a été repris dans le traité de Lisbonne. Jusqu'à présent, elle était uniquement dans les textes. Et là, on a lancé la coopération structurée permanente à la fin de l'année 2017. Alors, cette coopération structurée permanente, on pouvait penser au départ que ce serait une sorte de Schengen de la défense, c'est-à-dire des pays able and willing, comme on dit en bon anglais, capables et désireux de s'engager sur la défense. Bon, comme souvent dans l'Europe, on commence à quelques-uns et on finit avec quasiment tous. Donc on se retrouve avec une CSP qui aujourd'hui comprend 25 pays, c'est-à-dire les 28, moins les Anglais qui vont partir, moins les Danois, qui ont toujours eu une exception par rapport à la politique de défense, moins les Maltais, qui, en raison de leur neutralité, n'ont pas voulu y participer. Donc c'est en fait une coopération essentiellement capacitaire qui vise à développer des projets communs capacitaires et qui va donc s'articuler avec les financements communautaires. Les Français, pour le dire assez franchement, n'étaient pas forcément très satisfaits de voir une coopération renforcée, une coopération structurée en matière de défense, qui soit tiré uniquement vers le capacitaire. C'était peut-être plus la vision allemande que la vision française. Donc le résultat, c'est que les Français ont proposé, c'était dans le discours du président à la Sorbonne en 2017, une initiative européenne d'intervention. Alors cette initiative européenne d'intervention, elle a été lancée en 2018 par une lettre signée par 9 pays, dont les Anglais, dont les Danois, qui ne sont pas dans la CSP. Et cette initiative européenne d'intervention vise en fait à développer une culture stratégique commune, une coopération militaire entre les différents pays participants, travailler sur les doctrines d'emploi, les scénarios d'emploi de force, de réponse aux crises, développer des projets de base militaire commune. Bon, c'est quelque chose de souple, d'informel, qui vise à développer une vraie culture opérationnelle militaire, parce qu'on pense qu'il faut aussi tirer l'Europe de la défense par le haut vers les opérations, vers les interventions et ne pas faire seulement quelque chose qui soit tourné vers l'industrie et le développement de projets capacitaires. Alors quelles sont les difficultés aujourd'hui? J'en terminerai par là et les défis qu'il faut résoudre pour essayer d'avancer, parce qu'il y a quand même des difficultés. D'abord, c'est de savoir comment on va articuler l'Europe de la défense avec l'OTAN, parce que l'OTAN, elle a été le socle de la défense de l'Europe pendant toute la guerre froide et elle l'est restée après la guerre froide. D'ailleurs, c'est dans le cadre de l'OTAN qu'on a pris des mesures de réassurance, de dissuasion vis-à-vis de la Russie dans le cadre de la crise ukrainienne, pour aider par exemple les pays baltes ou les rassurer, ou les Polonais. Donc on est bien là dans un engagement de solidarité qui a lieu dans un cadre transatlantique, donc à travers l'OTAN. Alors vous savez peut-être que le président de la République a proposé tout récemment de renforcer l'engagement de solidarité et de défense collective dans l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle l'article 42.7 du traité sur l'Union européenne. C'est compliqué parce que cet article 42.7 fait lui-même référence à l'engagement de défense collective dans l'OTAN. Mais c'est vrai que ça fait sens parce que les Européens, en développant l'Europe de la défense, ont besoin aussi de développer un engagement de solidarité, de montrer qu'ils assurent davantage leur sécurité, comme ils l'affirment dans le cadre des engagements politiques, par exemple les dernières conclusions du Conseil européen au mois de juin dernier.
Donc, comment est-ce qu'on articule OTAN et Europe de la défense? Là, il y a un vrai sujet qui est un très vieux sujet. Ça remonte pas au moins à l'époque de Kennedy qui parlait de la communauté transatlantique à 2 piliers. Ça, c'est un sujet sur lequel il faut travailler. Le deuxième sujet, c'est une clarification institutionnelle dans l'Union européenne. On parle, puisque la Commission se mêle d'affaires de défense, de créer éventuellement une direction générale chargée de ces questions-là, les industries de défense, le spatial, peut-être un commissaire de la défense. Comment est-ce que tout ça va s'articuler avec le haut représentant qui est chargé de gérer la PSDC, de la politique sécurité et de défense commune? Là, il y a sans doute des évolutions institutionnelles à travailler. Il y a certainement des espaces de réforme possibles et les choses prennent une pente assez naturelle. Comment est-ce qu'on peut mieux définir nos intérêts stratégiques dans l'Union européenne? C'est aussi une vraie question. Parce que les Européens ont du mal à définir leurs intérêts stratégiques, à même parler de menaces. Il y a le cadre stratégique de l'OTAN, où on parle de sujets sérieux, sujets stratégiques, rapports de force, dissuasion. Ça c'est le cadre avec les Américains. Et puis dans le cadre de l'Union européenne, on parle de stratégie globale de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on fait un cadre stratégique pour l'action du SEAE. Et donc, il y a quand même un vrai sujet sur comment est-ce qu'on définit mieux nos intérêts stratégiques, comme le prévoient les traités européens. Et ça ne peut se faire qu'au niveau du Conseil européen, c'est-à-dire au niveau des chefs, les chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent tous les ans. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir tous les ans une vraie session, la pratique s'en dessine, dédiée aux questions de défense et de sécurité au mois de décembre? Comment est-ce qu'on développe une culture opérationnelle? Ça, c'est aussi un défi, parce que les Anglais ont une culture opérationnelle, une tradition interventionniste. Ils sont capables de faire des opérations militaires. C'est le partenaire naturel des Français. Les Français aussi ont cette culture. On l'a vu à travers l'intervention au Mali en 2013 et bien d'autres interventions. Comment est-ce qu'on essaie de faire partager cette culture avec les Européens? Parce que pour le moment, on a fait beaucoup d'opérations, mais beaucoup de ces opérations sont des opérations civilo-militaires. Même quand elles sont militaires, elles sont dans le domaine du conseil, de la formation. De vraies interventions militaires, il n'y en a pas beaucoup. Donc, comment est-ce qu'on essaie de renforcer cette culture stratégique opérationnelle? Là aussi, il y a un vrai défi. Comment est-ce qu'on gère le Brexit? Comment est-ce qu'on définit un vrai partenariat ambitieux entre l'Union européenne et le Royaume-Uni après la sortie? Alors, il faut d'abord voir comment le Royaume-Uni va sortir. Est-ce qu'il y aura un no deal ou est-ce qu'il y aura un deal? S'il y a un deal, ça va ouvrir une période de transition et de négociation pour un nouvel accord. Et si on a un nouvel accord qui se traduit plutôt par un soft Brexit qu'un hard Brexit, on peut imaginer qu'un partenariat fort soit développé dans le domaine de la sécurité. On y a évidemment tous intérêt, mais ça dépendra d'une négociation globale entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et puis ça dépendra aussi de la manière dont on articulera Union européenne et OTAN. Le dernier sujet sur lequel on pense pouvoir travailler aussi, c'est éventuellement la révision des traités. Parce qu'il y a déjà ce sujet flotte dans l'air. Le président a déjà proposé de lancer une révision, par exemple, dans les domaines de la gouvernance de la zone euro. Donc, évidemment, si on ouvrait un chantier de révision des traités européens, ce n'est pas une priorité, mais on a un horizon d'ici 2022. 2022, c'est la présidence française de l'Union européenne. Ce sera précédé en 2020 par une présidence allemande. Donc, il y a quand même une séquence où on peut essayer de travailler sur la révision des traités et aussi sur la révision de l'article 42.7 dont parlait le président de la République. Voilà. Merci. Merci Maxime. Maintenant, nous allons passer à l'intervention de Pierre Verluise. Donc, Pierre Verluise est donc le fondateur du site géopolitique diploweb.com. Il est chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Il a co-signé un livre intitulé Géopolitique de l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural et vient de diriger Histoire, géographie et géopolitique de l'Union européenne. Donc, Monsieur Verluise, vous avez la parole. Merci. Le propos pourrait s'intituler « Les opportunités stratégiques du moment ». Et pour présenter ces opportunités stratégiques, je voudrais rapidement situer le contexte historique. D'abord, rappeler que l'Europe communautaire s'est construite en partie grâce à la perception d'une menace commune, l'URSS, dans le cadre de la guerre froide. Je veux signifier par là qu'avoir un adversaire identifié
est très utile pour des pays qui se sont affrontés depuis peu. Cela permet de passer au-dessus de quelques rancunes et quelques freins, et c'est un appui. En creux, cela veut dire que ne pas avoir d'adversaire identifié est une difficulté pour se penser sous l'angle stratégique. C'est pourquoi je fais cette référence. Deuxième idée, l'URSS n'existe plus depuis 1991, ça n'a échappé à personne. Elle a eu une décennie particulièrement difficile dans les années 90, mais la Russie post-soviétique est sortie de ses frontières au moins 2 fois, en 2008 avec la Géorgie et en 2014 avec l'Ukraine. À chaque fois, l'Union européenne a semblé surprise, souvent à la remorque des États-Unis, dans les sanctions qui ont été prises. Et on peut se poser la question, quand on réfléchit aux opportunités stratégiques du moment, sur le montage des relations entre les États-Unis et l'Union européenne, quand il y a des mesures à prendre après ce type de difficultés. En 2015, une fois encore, l'UE a semblé prise au dépourvu avec les mouvements migratoires venus du Moyen-Orient et plus tard d'Afrique subsaharienne. Ces mouvements migratoires ont eu des effets politiques extrêmement importants. C'est un des éléments, parmi d'autres, j'en conviens, du oui au référendum au sujet du Brexit au Royaume-Uni, mais c'est aussi un des éléments qui pèsent sur l'évolution politique dans certains pays d'Europe centrale, dont 2 pays se sont fait alignés par l'article 7, à savoir la Pologne et la Hongrie, pour non-respect des valeurs de l'Union européenne. Donc ces mouvements migratoires ont un effet politique. Tout cela conduit à l'élection de M. Trump en fin 2016 et son entrée à la Maison-Blanche en janvier 2017, qui, depuis, ne cesse de bousculer nos certitudes stratégiques, en donnant l'impression qu'il veut renverser la table, qu'il interroge les liens de solidarité, son engagement auprès de l'OTAN. Et alors, il y a une réflexion que je ne fais que lancer, qui est la suivante. Est-ce qu'il donne l'impression de vouloir renverser la table pour en fait resserrer les boulons, c'est-à-dire renforcer l'autorité des États-Unis sur les autres pays membres de l'OTAN en obtenant qu'ils dépensent davantage et investissent plus dans leur défense, ou bien est-ce qu'il est véritablement dans une dynamique de fragilisation de l'OTAN? La question est ouverte. Ce qui est certain, c'est que ça ne concerne pas seulement le volet stratégique, ça concerne aussi la dimension commerciale, qui est le cœur de métier de la CE, puis de l'Union européenne. Les relations commerciales entre les États-Unis et l'Union européenne sont questionnées depuis plus d'1 an maintenant. Résultat de tout cela, à l'Est, au Sud et même à l'Ouest, il y a des inquiétudes qui surgissent. La difficulté pour l'Union européenne, c'est qu'elle a été pensée pour faire la paix et non pas pour faire la guerre. Et c'est tout à fait vertueux, au vu de l'histoire, d'être pensée pour faire la paix. La difficulté, c'est que la plupart des pays qui composent l'Union européenne n'ont pas de désir de puissance. En France, nous avons le plus souvent été éduqués, sans même en avoir conscience, dans une quête de la puissance. Ça fait partie de nos fantasmes. Mais la plupart des autres pays européens, je parle de l'Union européenne, ont une relation plus complexe à la puissance et sont nettement moins allants, nettement moins disants. Les règles d'engagement des militaires allemands sont plus compliquées que les règles d'engagement des militaires en France. Le résultat de tout ça, c'est qu'on se retrouve avec une Union européenne qui est dans un monde qui évolue, qui s'interroge sur ses points d'appui avec les États-Unis, dont l'accord avec l'Iran, qui était pensé comme l'alpha et l'oméga du multilatéralisme tel que l'Union européenne entend le promouvoir, cet accord est remis en question au mois de mai 2018 par les États-Unis, et l'Union européenne donne l'impression d'être suspendue dans le vide avec un texte
dans lequel elle avait mis beaucoup d'elle-même et qui finalement est aujourd'hui interrogée. Ces entreprises qui avaient pris place en Iran, pour beaucoup, ont préféré rabattre leurs opérations et leurs investissements au sein de l'Union européenne et quitter l'Iran, de peur de sanctions des États-Unis. Ce qui nous amène à une question qui est donc la suivante, c'est quelles sont les opportunités stratégiques du moment? Autrement dit, comment tirer profit de ce moment où il y a des incertitudes? Bien évidemment, je ne ferai que pointer des interrogations, mais on peut se demander si les Européens seront, oui ou non, capables de repenser leurs relations avec les États-Unis en se gardant d'un risque qui est clairement identifié, qui est le suivant. Les Russes, historiquement, sont en embuscade depuis longtemps sur un desserrement des relations entre les États-Unis et l'Union européenne. C'est une banalité de le dire, c'est une construction historique. Ils n'attendent que cela. Et un petit peu comme quand on est occupé à découper le poulet, quand on met le couteau sur les articulations pour découper le poulet, ils n'attendent que ça, de desserrer les liens entre l'Union européenne et les États-Unis. Pour autant, faut-il s'interdire de repenser les relations avec les États-Unis? Comment repenser les relations avec les États-Unis sans pour autant se rendre en situation de fragilité à l'égard de la Russie? C'est une des questions du moment, sachant que les Russes, à travers divers moyens, ont évidemment intérêt à peser sur l'issue du débat. Autre question intéressante sous l'angle stratégique, la question des frontières. L'Union européenne s'est interdit de penser ses frontières. Tout pays qui est dans l'Europe, et le concept d'Europe n'est pas précisé véritablement, c'est l'Europe géographique, qui n'est définie que par des conventions qui, comme toutes les conventions, sont discutables, tous les pays d'Europe sont supposés pouvoir intégrer l'Union européenne. Cela génère une inquiétude chez nombre de citoyens qui ont l'impression d'un processus indéterminé, sans limite. Et d'autre part, cela amène à pointer des questions sur, par exemple, est-ce que l'Ukraine peut entrer dans l'Union européenne? Elle n'est pas candidate, bien sûr, officiellement, mais officieusement, il y a chez certains Ukrainiens une aspiration à cela. Ça peut faire l'objet de fantasmes et de malentendus, on est d'accord. Il n'y gagnerait pas nécessairement autant qu'il l'espère. C'est possible. Il n'en demeure pas moins que ça pose une question. Est-ce qu'on est prêt à aller se frotter avec la Russie sur la question d'une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne? Plus largement, ça pointe du doigt une question intéressante, c'est que les élargissements passés ont fait l'économie d'une réflexion sur les effets stratégiques des élargissements. Je veux dire par là qu'on n'a pas, en 2004, 2007 et 2013, cherché à comprendre ce que ça changeait d'avoir au sein de l'Union européenne un pays comme la Pologne, ce que ça changeait d'avoir au sein de l'Union européenne un pays comme la Hongrie. Chacun de ces pays a une histoire différente, comme la France, elle est tout aussi intéressante et respectable. Chacun de ces pays a des tropismes, des centres d'intérêt. Chacun de ces pays a des ennemis héréditaires ou supposés tels, des alliés héréditaires ou supposés tels, des fantasmes de puissance aussi. Et on a fait l'économie de se poser la question de qui est avec qui. Le résultat, c'est qu'on est en fait très désunis au sein de cette Union européenne dans notre lecture stratégique. C'est aussi la raison pour laquelle on met si longtemps à réagir quand survient une crise. On saura donc dans quelque temps si les Européens sont capables de tirer profit des opportunités stratégiques du moment, c'est-à-dire de cette redistribution apparente des cartes, de repenser leurs relations avec les États-Unis, avec la Russie, de repenser la question des frontières, de s'interroger sur les politiques migratoires. Il y a également la question du libre-échange. Je souscris à ce qui a été dit sur les questions fiscales et la relation avec la politique étrangère. C'est tout à fait pertinent. Et finalement, la question est la suivante.
Pour le dire de manière un peu familière, nous allons savoir si nous sommes idiots ou pas. Autrement dit, si nous sommes capables de saisir l'occasion du moment d'une redistribution des cartes avec des États-Unis qui nous stimulent et nous inquiètent à la fois. Il y a la question des industries de défense européennes. Il y a des pressions pour que les Européens investissent davantage dans leur défense. Ça passe notamment par des achats de matériel, mais achats de matériel à qui? Aux Américains ou aux Européens? Quid des industries de défense européennes? Est-ce qu'on incite les pays membres de l'Union européenne à acheter du matériel américain ou européen? Évidemment, ça n'a pas le même résultat. La coopération structurée dont on a parlé au sujet de la défense pose une question. Est-ce qu'à 25, on est véritablement capable de faire quelque chose d'efficace? Ça peut se discuter. Enfin, dernière idée, quid de l'apport des nouveaux États membres dans l'expertise de la Russie? Autrement dit, si on veut considérer, ça a été dit par Maxime Lefebvre tout à l'heure, que la Russie pose question, on l'analyse comment? Quelle est la part que l'on prend de l'analyse et de l'expertise des nouveaux États membres? Dans quelle mesure ne se fait-on pas piéger par ces nouveaux États membres? Je terminerai sur ce point. La politique orientale de l'Union européenne, telle qu'elle a été pensée en 2004 et repensée par la suite, est largement inspirée par les pays d'Europe centrale et orientale, notamment la Pologne. Dans quelle mesure n'a-t-on pas été un peu naïf en développant une politique qui vient se frotter aux ex-républiques soviétiques situées à l'ouest de la Russie, Biélorussie, Ukraine, Moldavie, mais aussi dans le Caucase, Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie? Dans quelle mesure ne s'est-on pas laissé emporter dans une dynamique qui finalement nous a amenés à nous frotter avec la Russie sans avoir pris conscience que s'il y avait une réaction derrière, il faudrait être capable de réagir à cette réaction. Et c'est ce temps-là, me semble-t-il, qui n'a pas été pensé. Donc l'Ukraine, cela a été dit, était un moment important. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on était hésitant. Donc, pour conclure, les opportunités stratégiques du moment, c'est, me semble-t-il, la question de saisir ce moment où sont redéfinis les points d'appui historiques, notamment la relation aux États-Unis, la relation à la Russie, et repenser tout cela. Et nous saurons, à mon avis, assez rapidement si nous sommes idiots ou pas. Si nous sommes idiots, nous laissons passer cette occasion historique. Si nous sommes malins, nous saurons saisir cette occasion. Merci. Bien, merci. Merci, Monsieur Verlus, que voilà une interrogation terrible pour l'Union européenne. Donc, maintenant, nous allons passer à la dernière intervention de cette table ronde, le professeur Jean-Yves Haine. Le professeur Jean-Yves Haine enseigne les questions européennes et les relations atlantiques à la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Il a notamment publié dans ses publications récentes « The European Crisis of Liberal Internationalism » qui a reçu le prix Marcel Cadieux, et son livre « Les États-Unis ont-ils besoin d'alliés » a reçu le prix France-Amérique en 2004. Donc, c'est encore une interrogation sur l'Europe que nous allons poursuivre. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette invitation. J'ai tenté un peu naïvement d'essayer de répondre à la question de savoir si une solidarité était possible en matière de politique étrangère, de stratégie et de défense, en sachant qu'en relation internationale, la solidarité entre États, dès lors qu'on aborde la stratégie, les réponses sont assez faibles, si vous voulez. La solidarité, les alliances, tout ça, ça se clame dans les traités, ça se montre dans les embrassades, mais dès lors qu'il faut agir en commun face à une menace commune, les actions sont un peu différentes des promesses. L'Europe a un problème de solidarité. Celle-ci est de plus en plus difficile aujourd'hui en Europe parce que l'Europe est de plus en plus fragmentée. Mais cette solidarité est de plus en plus nécessaire parce que l'Europe évolue dans un système international qui est caractérisé par une multipolarité qui, en outre, est hétérogène.
Alors, sur le premier point de la difficulté des pays européens à se considérer comme des amis pour toujours ou à élaborer des relations en tant qu'alliés, l'actualité, depuis 3-4 ans, nous montre des pays qui régulièrement brandissent des lignes rouges, des intérêts nationaux, des motifs d'exclusion pour des solidarités collectives. Et, je ne vais pas répéter ce qui a été dit sur nos valeurs de plus en plus différentes. La pluralité en Europe est aujourd'hui une réalité politique. Et chaque Conseil européen nous montre une tentative de régler la plupart du temps dans l'urgence des dossiers qui normalement relèveraient d'une politique commune ou en tout cas d'une conception commune d'un problème. Vous avez depuis 3 ans des marathons sur l'immigration où chacun brandit son intérêt national, sa conception nationale. Évidemment, dans ces conditions-là, la solidarité entre Européens devient un peu plus problématique qu'auparavant. Il y a eu un sondage il y a 2-3 ans qui demandait aux pays européens quelle est votre conception de pays alliés en Europe. Si vous êtes un jour attaqué, vous allez prendre votre téléphone pour demander de l'aide à qui? Et la réponse est assez extraordinaire. C'est que la plupart des pays européens considéraient que l'oncle Sam, les États-Unis, était l'allié le plus fiable par rapport à d'autres pays européens. Ce qui vous dit que la solidarité intra-européenne est plus faible qu'une solidarité atlantique. Alors, c'est là qu'on arrive au deuxième point. C'est que cette solidarité atlantique, aujourd'hui, a un énorme et gigantesque point d'interrogation. Et je m'empresse de dire que ça n'a pas grand-chose à voir avec notre ami Donald. Ça a commencé bien avant, pour une raison fondamentale, c'est que le monde est en train de devenir un monde multipolaire et hétérogène. Ça veut dire que l'exercice de la puissance américaine dans le système international a désormais un coût. Depuis 1989, nous étions dans un système unipolaire où la puissance américaine était indispensable au système, selon les Américains, et profondément une source d'irritation pour l'ensemble des autres pays, notamment les pays européens, l'hyperpuissance de Védrine, etc. Bon. Mais les États-Unis pouvaient agir dans le monde à peu près n'importe où quand ils voulaient le souhaiter, sans se préoccuper de conséquences néfastes pour eux. C'est ça la superpuissance. Depuis l'émergence d'un monde multipolaire, et le président Obama a été le premier à se rendre compte que l'exercice de la puissance américaine avait un coût, à commencer pour les États-Unis eux-mêmes. Et le programme a été grosso modo, on va arrêter de faire ce qu'il appelait des choses idiotes, et ça nous renvoie à la question que vous avez posée, des choses idiotes, à savoir des guerres sans fin et sans objectif en Irak et même un peu en Afghanistan. Bon. C'est la prise en compte de cette multipolarité qui a réduit ou reformaté le rôle des États-Unis. Et ça affecte fondamentalement la relation transatlantique. L'Ukraine a été ce moment clé où le président Obama a dit aux Européens je ne vais pas risquer une coopération potentielle avec la Russie sur un dossier que moi je considère comme prioritaire, qui est la prolifération nucléaire en Iran, pour une crise qui est fondamentalement régionale, que les Européens doivent régler eux-mêmes. L'Ukraine a cette particularité d'avoir été un moment où France, Allemagne se sont bien rendus compte qu'il fallait gérer le problème entre Européens, que la crise ukrainienne n'avait pas de solution atlantique. Si moi je dois donner un moment clé de la défense européenne, eh bien je choisirais ce moment-là. Cette prise de conscience
qu'il faut régler entre nous les problèmes. La question, c'est quoi le entre nous? Il y a un précédent historique très marqué, important, qui est le concert européen du 19e, de 1815 jusqu'à 1914. Les problèmes européens étaient réglés par les grandes puissances européennes. On avait entre nous un minimum de règles communes qui permettaient de régler collectivement les problèmes en Europe. Ouais. En 2014, crise ukrainienne, c'est le moment où la notion même de solidarité atlantique reçoit un énorme point d'interrogation. Bon. Le monde multipolaire et hétérogène signifie qu'entre les grandes puissances qui demain feront le monde, aujourd'hui nous sommes dans un paysage où ces grandes puissances ne partagent que très peu de valeurs et de conception du monde en commun. Il n'y a pas beaucoup de choses à mettre sur la table quand on est d'un côté un parti communiste chinois, un nouveau tsar russe ou un unilatéralisme forcené à la Donald Trump. Dans ce concert-là, les Européens se retrouvent parfois très très seuls. Ouais. Et c'est ce qui rend d'ailleurs la solidarité européenne aujourd'hui fondamentalement nécessaire. Mais c'est compliqué pour les Européens. C'est compliqué parce que, comme il a été dit plusieurs fois, l'Europe a été bâtie sur un désir de paix, sur le mirage de ce qu'on a appelé une puissance civile, sur la conviction que la puissance normative, autrement dit la force du discours, était de loin la plus importante, qu'on discutait dans le monde de manière à influencer, un peu imposer nos règles, nos normes, nos valeurs. Ça, c'est l'essence même de l'Union européenne. L'Union européenne, ce n'était pas pour aligner des chars sur un champ de bataille. Ça, c'était l'Alliance atlantique. Je voudrais juste vous rappeler une évidence, mais on ne se rend pas compte à quel point, au moment où on a créé l'Union européenne en 56-57, on ne se rend pas compte à quel point nous vivions dans un paysage stratégique totalement exceptionnel. Nous étions à 6 et les États-Unis prenaient soin de notre sécurité. On ne devait pas discuter de questions de sécurité entre nous. Le dossier était réglé. Ce qui veut dire que ce grand protectorat américain pouvait discuter de droits de douane, d'intégration économique, de marché unique, sans se poser la question fondamentale qui est celle des gains relatifs. Autrement dit, il n'était pas tellement important de savoir qui, au sein de l'Union européenne, allait le plus profiter de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que le décalage qui pouvait exister entre la création de richesses ne se traduisait pas en décalage de puissance militaire, parce que la question n'était pas pertinente. Il y avait un protectorat sur l'Europe, et donc on pouvait avoir un différentiel de croissance économique en Europe sans se poser de questions. Aujourd'hui, nous sommes tout seuls, et ce qui a été dit dans la séance précédente, quand on dit la France a perdu 10% ou l'Allemagne a gagné 15%, c'est fondamentalement la question des gains relatifs. Si l'Allemagne gagne trop par rapport au reste, on a un problème de solidarité en Europe. Ouais. C'est ça la grande différence entre un monde bipolaire où on vivait dans un espèce de gardiennage bien protégé et le monde multipolaire où nous sommes de facto autonomes et tout seuls. Alors ça pose des problèmes de stratégie pour l'Europe. Les problèmes de stratégie pour l'Europe, je ne vais pas rentrer dans les détails sur l'Europe stricto sensu de la défense, parce qu'effectivement, ça fait à peu près 20 ans qu'on en parle. L'Europe de la défense, elle est extraordinaire pour faire des projets. On fait des projets. Mais enfin, je souscris à ce qu'a dit Maxime. Depuis 2 ans, on voit un petit bout de lumière apparaître. Enfin, je rappelle quand même que l'Allemagne, 80 millions d'habitants, est capable d'aligner 75 chars. On vient de loin.
Nous avons 2 pays en Europe qui sont capables de mener des opérations militaires avec un minimum d'autonomie, et j'emploie le mot autonomie parce que c'était l'objectif de Saint-Malo, l'acte fondateur de la défense européenne entre Jacques Chirac et Tony Blair, capacité d'action autonome. Et grosso modo, on a 2 pays en Europe capables d'être autonomes et d'emmener les autres, c'est la Grande-Bretagne et la France. Et pourtant, je vois une commission, une présidence du Conseil, la plupart des pays européens se montrer d'une inflexibilité que je considère, moi, absurde par rapport à la Grande-Bretagne. Les conditions du Brexit, on en a parlé une seconde, mais enfin les conditions du Brexit, je crois que la seule manière d'envisager ce Brexit, c'est à commencer par la chose la plus importante, à savoir est-ce que l'Europe peut vraiment se priver de la puissance britannique. C'est pas le genre de questions qu'on se pose. On se pose des questions sur la frontière avec l'Irlande du Nord. Je sais que la Commission fait son boulot, mais enfin, une fois de temps en temps, on pourrait mettre un peu de vision stratégique dans une négociation comme celle-là. Je ne crois pas que ça serait une mauvaise chose. Bon. Le problème stratégique fondamental, il est le suivant. C'est que l'Europe, dès lors qu'il s'agit d'opérations militaires que j'appelle les opérations de choix, elle est trop divisée. Et que dès lors qu'il s'agit d'opérations de nécessité, l'Europe est trop faible. Alors, les opérations de choix, c'est quoi? Les opérations de choix, ce sont des opérations militaires où on décide d'envoyer la force armée pour protéger nos valeurs, pour agir au nom de la communauté internationale, dès lors qu'il s'agit de prévenir un génocide, d'adresser des problèmes de massacre, de droits de l'homme. Donc ces opérations qui sont fondamentalement humanitaires et qui est le cœur de la politique européenne de sécurité et de défense telle qu'on l'a développée depuis 1999. Si on prend les missions Petersberg, qui sont officiellement maintenant dans le traité, c'est le spectre stratégique de nos efforts pour mettre en commun nos capacités militaires. Or, dans ces opérations-là, il est extrêmement difficile de mettre les pays en commun parce qu'ils ont des intérêts stratégiques divergents. Alors quand la France va au Mali, elle a bien compris la leçon, elle fait ça d'une manière très stratégique en présentant la mission comme une mission de défense quasiment nationale. Parce qu'avant, quand elle a dit « il me faut des alliés pour aller au Tchad parce que je veux monter une mission humanitaire », il n'y a plus personne. Les intérêts nationaux sont des forces extraordinairement prépondérantes pour empêcher les États d'agir. Et quand ils agissent, la solidarité est conditionnelle. Alors les Allemands vous disent « ah ben nous allons avec vous, mais nous vous prêtons un bataillon qui ne pourra pas être à une demi-heure de toute antenne médicale. Je vous donne des transporteurs de troupes qui voleront de 9h du matin à 5h du soir. C'est ce qu'on appelle les caveats. Et les caveats, c'est la condition même de l'engagement et de la solidarité effective, si vous voulez. Sauf que chaque pays met ses caveats et que l'effort commun devient quasiment impossible. Opérations de nécessité, ce sont des opérations où la survie de l'intérêt stratégique européen est en jeu. Or, il n'y a pas 36 cas de figure dans ces opérations. Soit nous avons des menaces vitales, pour employer ce mot-là, qui relèvent du terrorisme, et là, les politiques sont largement nationales. Je veux bien croire qu'il y a des programmes de plus en plus communautaires sur radicalisation et tout ça, mais enfin, fondamentalement, la lutte antiterroriste, elle est nationale. Les Français ne s'occupent pas de savoir comment agissent les Anglais si ça les intéresse pour savoir si c'est efficace. Mais enfin, fondamentalement, la lutte antiterroriste, elle est définie par l'Élysée, ministre de l'Intérieur, et pas dans un cadre européen. Bon. Et dès lors qu'on a une menace un peu plus conséquente du genre Russie sur l'intégrité territoriale des pays européens, ben, la solidarité devient atlantique. C'est l'Alliance atlantique qui s'en occupe. Okay ? Alors, on peut parler
du partage du fardeau, des 2%. Le partage du fardeau, ça existe depuis 1952. C'est pas nouveau. Ça a toujours été comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dans une alliance où les États-Unis, c'est à peu près 80% de l'effort militaire. Par définition, le partage du fardeau, c'est jamais assez pour les Américains et c'est toujours trop pour les Européens. C'est l'essence même de l'Alliance Atlantique. Ce qui est plus inquiétant, c'est quand vous avez un président américain qui considère que le sommet de l'Alliance Atlantique, c'est pas très important, que le sommet le plus important, c'est le sommet avec Poutine. C'est ça l'indicateur qu'on a un vrai problème de solidarité atlantique. Et je m'empresse d'ajouter que certains pays européens n'ont d'acceptation d'opinion publique pour ces missions de nécessité que dans un strict cadre national. Autrement dit, je n'emploierai ma force armée que si ma frontière est menacée. Oui. C'est ça les égoïsmes nationaux. Donc le paysage, je vais terminer par là, le paysage n'est pas très optimiste à la fois au sein même de l'Union européenne et dans cette Union européenne qui s'inscrit dans un système international fondamentalement nouveau. L'Europe doit fondamentalement changer et elle doit fondamentalement changer, je vais le dire sur une boutade qui se réfère à cette distinction classique désormais entre hard et soft power, hard le militaire et le soft le normatif. C'est que l'Europe a eu tendance à être soft sur le hard power et à être hard sur le soft power. Elle doit faire exactement l'inverse dans un monde multipolaire. Merci. Merci beaucoup. Donc encore des interrogations fondamentales pour l'Europe qui doivent fondamentalement changer après avoir été soumise à l'injonction de choisir entre être idiot ou pas. Donc nous avons donc des défis terribles face à nous, pour nous dire. Maintenant, nous avons une vingtaine de minutes pour. Je pense qu'on a à peu près ça pour des questions et pour l'échange avec la salle. Monsieur, vous avez la parole. Bonjour, Catoire, ex-diplomate allemand et ancien spécialiste du Mali. Et quel est le rôle de la grande base militaire américaine à Gao? Les Américains ont investi plusieurs millions dans cette base militaire. Quel est le rôle politique, militaire de ça? Et si on parle autonomie des OPEX français, comment vous jugez, lorsque la France a fait l'intervention en Libye, qui était une précondition d'ailleurs pour le problème au Mali, comment vous jugez la question que la France avait pour 15 jours de munitions et dépendait donc des alliés pour fournir des munitions pour faire cette opération en Libye. En Afghanistan, la France, même après 10 ans, n'avait pas encore le matériel moderne pour les questions de nuit, les fusils spéciaux, etc. Il y a tout un... Donc, on a fait l'intervention en 2001. En 2011, la France n'était toujours pas occupée. Donc, est-ce que la France a vraiment cette capacité d'OPEX? Je dis ça en tant que citoyen privé. Ça fait longtemps que je ne suis plus un actif diplomate allemand, simplement chez mes connexions. Et je discute presque tous les jours, aussi bien à l'IHEDN ou ailleurs, sur les questions pratiques. Et j'étais encore récemment dans un grand séminaire sur le Mali. Donc on va prendre en série, on va prendre encore 2 questions. On va faire par série de 3. Général Famin-Lévesque, je suis membre de Eurodéfense. Je voudrais 2 questions. La première, je voudrais qu'on revienne sur l'identité européenne d'intervention. Cette mesure a été mal comprise, je pense, par nos partenaires. Et on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas une simple revanche française contre une vision trop inclusive de la coopération structurée permanente.
Bon, la deuxième question, c'est y aura-t-il vraiment une défense européenne tant qu'on exclura du champ de la défense territoriale et que celle-ci reste du cadre de l'OTAN? Encore une question, puis on peut faire une autre série après. Oui, c'était pour répondre à l'intervention qui a été faite en ce qui concerne les pays de l'Est. Vous ne pensez pas que l'Europe avait très très bien réfléchi avant de récupérer tous ces pays de l'Est, car ça repoussait la menace soviétique et ça ouvrait un champ économique énorme pour l'Europe. Deuxième question, l'Europe a-t-elle pas intérêt maintenant à parler avec la Russie? Parce que la Russie est un marché économique énorme pour l'Europe et on ne peut pas s'en passer. Les Américains, là-dessus, ne sont pas tout à fait naïfs et ils mettent beaucoup de bâtons dans les roues. D'accord. Alors, qui veut... On fera une deuxième série après, s'il vous plaît. On fera une deuxième série après. Qui veut répondre à la première question sur le GAO et sur est-ce que la France a vraiment des capacités d'IPEX? Moi, j'ai pas beaucoup d'éléments sur le opérationnel concret sur GAO et les capacités françaises. C'est sûr que les Français ne sont pas forcément... Oui, j'avais compris. Alors les Américains, ils mènent une guerre contre le terrorisme un peu partout, qui est fondée. Jean-Louis Gergorin a résumé ça sous le concept de stratégie furtive. La stratégie furtive de Barack Obama, c'est-à-dire à la fois les troupes au sol, les attaques de drones et puis les cyberattaques. Parce que Obama ne faisait plus la guerre, mais il poursuivait des opérations, notamment contre les terroristes. Donc je suppose que cette base, elle s'inscrit dans le cadre d'un dispositif de surveillance, de contrôle, de pouvoir utiliser, de récolte de renseignements, de pouvoir utiliser aussi éventuellement des drones. Sur les capacités françaises sont tout à fait... elles ont aussi des manques, hein, forcément. On est aussi sous contrainte. C'est pour ça qu'il y a pris un engagement qui a été pris de renforcer les dépenses de défense. Un des gros enjeux qui va être de tous ces projets nouveaux en matière communautaire, c'est justement de créer des possibilités de développer des projets en commun, d'avoir des projets qui soient plus, je dirais, efficients par rapport à l'industrie américaine. Un des enjeux pour la France, ça va aussi être de s'organiser en termes d'industrie de défense pour que on se place à la fois sur des grands projets du futur. On parle de l'avion du futur commun, du char du futur commun, entre les grands acteurs de la défense, notamment français et allemands, mais aussi les autres. Et puis aussi pour nos PME d'être présents dans le développement de projets plus modestes au niveau européen, de manière à ce qu'on ait aussi un taux de retour par rapport aux fonds européens qui vont être dépensés. Donc il y a un énorme enjeu derrière ça. Il y a un enjeu de modernisation. C'est sûr que, par exemple, les drones, la France a dû commencer par s'équiper en achetant des drones américains. Donc il faut développer des drones européens, il faut développer des capacités européennes. C'est clair qu'on n'a pas le niveau de l'armée américaine, mais la France a quand même une capacité à mener une opération comme celle du Mali. Et c'est comme le disait Jean-Yves N, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui à la fois ont la volonté et la capacité de le faire. Donc l'enjeu pour l'Europe de la défense dans l'avenir, ce sera de continuer à ce qu'on fait déjà bien, c'est-à-dire des opérations civiles, civilo-militaires, d'essayer d'avoir de vraies opérations militaires là où on peut, là où on veut, y compris des opérations avec une nation cadre, par exemple la France en Afrique, mais aussi actuellement il y a une opération qui marche assez bien, qui est la lutte contre la piraterie au large de la Somalie. On a lancé l'opération Sophia au large de la Libye. Donc il y a quand même des choses qui fonctionnent et qu'il faut continuer de développer sur cette lancée. Merci. Oui, juste un mot sur les capacités militaires. Barkhane, donc opération au Sahel, c'est 3000 hommes. La coopération avec les États-Unis est absolument essentielle pour le renseignement et la mobilité de ces hommes sur un territoire absolument gigantesque. C'est la réalité. Et d'ailleurs, cette coopération se passe sans aucun problème. Ça se passe même très bien. Il y avait la conjonction entre ce que tu viens de dire sur la volonté d'Obama d'avoir des opérations avec ce qu'il appelait very light footprint. Donc c'est du furtif, c'est-à-dire ça pose pas de problème pour l'opinion publique américaine. C'est là le critère.
et la coopération avec les soldats français, il y a vraiment une coopération plutôt exemplaire. Le problème de fond, c'est que la France, étant l'un des seuls pays à avoir cette capacité d'intervention en Europe, a porté à bout de bras la défense européenne. Quasiment la seule. Alors au début, elle a joué le jeu européen. Quand il s'agissait de monter une intervention dans un pays d'Afrique, elle demandait qui veut bien venir avec moi. Alors elle a eu les Suédois, puis elle a eu des Irlandais. Puis, bon. Sauf que, le tournant vers le président Sarkozy s'est dit mais à quoi ça sert d'aller discuter de la définition de la mission, de la génération des forces, des moyens d'action à Bruxelles, alors que la France sera quand même le pays qui, grosso modo, va assumer l'opération toute seule. Donc, demandez-vous pourquoi est-ce que la France a été au Mali toute seule sans même se poser la question d'avoir un allié européen. La réponse, elle est là. C'est que chaque fois que la France va à Bruxelles pour avoir un allié opérationnel, elle en a très peu. C'est un des problèmes majeurs d'une capacité française nationale qui se destine de plus en plus à remplir des missions qui relèvent fondamentalement de la sécurité européenne. Un des grands problèmes, c'est qu'il faut définir ces missions de manière plus européenne et de moins en moins nationale pour avoir des alliés autour de la table. C'est un peu compliqué. Juste un mot sur l'élargissement. Alors, sur l'élargissement à l'Est, le vrai coupable, c'est l'Alliance Atlantique. Quand on a réfléchi au premier élargissement de l'Alliance, c'est d'ailleurs une volonté américaine, entreprise pour des raisons de politique politicienne américaine. Clinton a voulu transformer l'Alliance Atlantique en institution amicale où les démocraties pourraient s'organiser pour mener à bien l'expansion du libéralisme économique dans ce bas monde et la défense des droits de l'homme partout sur la planète. Enfin, ça, c'est l'idée de Clinton. Très bien. Sauf qu'en faisant ça, les pays de l'Est, Pologne, Hongrie, République tchèque, ils n'avaient qu'une idée en tête, c'est d'avoir l'article 5. Autrement dit, la garantie de défense et de sécurité américaine. Et sur ce quiproquo, on a redivisé l'Europe. Il fallait faire Vienne, 1815, on a fait Versailles, 1918. C'est une absurdité stratégique fondamentale. Le vénéré George Kennan, à 99 ans, avait écrit un long papier dans le New York Review of Books en disant que c'était « a fateful error ». Nous avons mis la Russie à la marge du système de sécurité européen. Et entre parenthèses, 2 ans après, on a utilisé l'Alliance Atlantique pour aller bombarder au Kosovo. Alors, les signes d'une Alliance Atlantique où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, le message à Moscou a été perçu légèrement différemment. Bon. Sur l'élargissement de l'Europe à l'Est, je crois qu'une des grandes erreurs a été d'avoir permis que les pays européens aient des règles différentes sur liberté de circulation et notamment liberté de travailler. Seulement 2 pays ont dit « venez travailler chez moi tout de suite » en 2004 et les autres ont dit « non, on va faire des règles, vous allez attendre 10 ans ». Et ça a créé des différentiels absolument dévastateurs dès lors que la crise économique de 2009 est arrivée. C'est une des raisons du Brexit, fondamentalement. Pour ajouter un point sur la question des élargissements, la chronologie, qui est importante à considérer, montre que c'est l'élargissement de l'OTAN qui donne le rythme et l'élargissement de l'UE qui suit. L'élargissement de l'OTAN a lieu 10 ans seulement après l'ouverture du rideau de fer en 1999 à 3 pays qui comptent, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque. Et déjà est enclenché l'élargissement de l'OTAN suivant. L'élargissement de l'UE, c'est seulement 2004. L'élargissement de l'OTAN qui suit, c'est mars 2004. L'UE, c'est 1er mai 2004. Et si on remet, pour terminer, tout ça en perspective, une des raisons de la survie de l'OTAN post-guerre froide, alors qu'il y a eu un débat au tout début des années 90, y compris aux États-Unis, bien sûr en Russie, mais aussi en France, pour savoir si l'OTAN devait survivre à la fin de la guerre froide,
L'une des raisons pour laquelle l'OTAN a survécu, c'est que l'UE a brillamment démontré son incapacité à ramener la paix dans les Balkans dans la première moitié des années 1990, et que ce sont les États-Unis qui ont ramené, sinon la paix, du moins un certain ordre. Donc le résultat de tout ça, c'est que les diplomates des pays d'Europe centrale et orientale qu'on pouvait rencontrer à cette époque disaient, milieu des années 90, nous ne pouvons pas faire confiance à l'UE pour assurer notre sécurité. Donc, c'est l'OTAN. Autrement dit, c'est une demande d'OTAN, une fin d'OTAN venue depuis certains pays d'Europe centrale et orientale qui a relégitimé, en quelque sorte, la pérennité de l'OTAN. Donc, oui, l'élargissement de l'OTAN donne le rythme et une partie du périmètre de l'élargissement de l'UE qui court derrière en essayant de faire, sinon aussi bien, du moins autant. Merci. Il y avait une question sur l'initiative européenne d'intervention, Maxime. Oui, je crois avoir répondu qu'effectivement l'initiative européenne d'intervention, c'est une forme de réponse au fait que la CSP finalement a été quelque chose de très capacitaire. Et donc les Français, pour les raisons aussi qu'a soulevé Jean-Yves, souhaitent avoir une dimension opérationnelle dans le développement de l'Europe de la défense. Et l'IEI est un moyen à la fois d'avoir les Anglais à bord et en même temps de développer cette culture opérationnelle. Alors la défense territoriale, elle est exclue et en même temps elle n'est pas exclue puisqu'il y a un article qui a été récupéré de l'article 5 du traité de Bruxelles de 48 dans les traités de l'Union européenne, l'article 42.7, dont a parlé le président de la République, qui justement parle de défense territoriale. Et il a été mis en œuvre, cet article, en 2015, au moment des attentats en France, pour la première fois. Alors c'était dans un contexte de réponse à des attentats terroristes. Donc ce n'était pas une mission de défense collective au sens d'une menace que ferait peser par exemple la Russie. Mais ça a quand même été invoqué pour la première fois. Et pour la première fois, l'article 42.7 a été mise en œuvre au bénéfice de la France pour que des partenaires viennent soutenir la France dans son intervention au Mali, par exemple, ou dans ses opérations au Moyen-Orient. Donc il y a quand même pour la première fois, cette solidarité a été mise en œuvre entre Européens. Et je crois qu'il faut sortir de ce débat, on peut tourner en rond sans cesse en disant d'un côté il y a l'OTAN, puis les Européens sont incapables, ils sont incapables d'assurer leur sécurité, etc. La réalité, c'est qu'on n'est pas dans du noir et blanc, on n'est pas dans un tout ou rien, on n'est pas dans un système de vases communicants. On a, c'est vrai, une alliance atlantique qui est toujours là et qui, à mon avis, va continuer d'être là, quoi qu'en dise Trump. Je crois que ce qui résume bien la situation, ce sont les dernières déclarations de Jim Mattis dans une réunion de l'OTAN où il a dit « ce sont les actes qui comptent plus que les mots ». Et donc l'alliance est là, elle n'a pas été remise en question. Après la crise ukrainienne, les Américains se sont engagés pour renforcer la dissuasion de l'OTAN par rapport à la Russie. Donc je ne vois pas aujourd'hui que cette alliance atlantique soit remise en question, quelles que soient les paroles de Donald Trump ou les appels à ce que les Européens dépensent davantage, qui finalement s'inscrivent dans la continuité de la politique américaine de toujours, qui était de dire il faut que les Européens dépensent plus pour la défense et pour la défense occidentale en général. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est développer l'autonomie stratégique européenne, qui est aujourd'hui à l'ordre du jour depuis 2016. C'est un vrai terme qui est de plus en plus approprié. Le fait que les Européens veulent assurer de plus en plus une part de leur sécurité, qui sont capables de faire des opérations à l'extérieur, qui sont capables à travers tout ce qu'ils font sur la sécurité intérieure, de construire quelque chose autour de la prise en charge de leur sécurité. Là-dessus, il y a un vrai enjeu, il y a un vrai boulevard qui se développe. Le fait de pouvoir développer à travers ces projets communs financés par la Commission une industrie de défense européenne plus performante, capable de préserver son autonomie stratégique, dans la lignée de ce qu'on a fait sur le programme Galileo. Par exemple, Galileo, c'est un énorme progrès pour l'autonomie stratégique européenne depuis 20 ans. Donc, il y a un champ énorme. Simplement, ce que ne fait pas encore aujourd'hui l'Europe, c'est de prendre complètement à sa charge la mission de défense collective de l'Europe, parce que c'est vrai que c'est aujourd'hui très largement pris en charge dans le cadre de l'OTAN. Et par ailleurs, elle ne fait pas d'opération de combat. C'est-à-dire que ça fait partie des missions de Petersberg dont parlait Jean-Yves, mais pour le moment, l'Europe s'est toujours abstenue d'en faire. Elle fait éventuellement des déploiements militaires, mais elle ne fait pas d'opérations de combat. Par exemple, la dernière intervention qui a pu avoir lieu en Libye, on en pense ce qu'on veut, mais c'est une opération qui a été menée sous leadership franco-britannique dans le cadre de l'OTAN.
Donc voilà, mais il faut poser les jalons pour permettre un développement et une affirmation du rôle européen en matière de sécurité et de défense. Et tout ce qui se passe aujourd'hui va quand même dans le sens d'une plus grande responsabilité, d'une plus grande action, d'une plus grande efficacité des Européens. Et donc ce sont des évolutions positives. Merci. Donc une dernière ronde de questions. Une. Oui, merci. Gérard Lévy, conseiller municipal. Un livre blanc de la défense européenne, axé sur la prévention des risques majeurs, où les séismes et catastrophes naturelles seraient prises en compte à une vraie dimension, serait une preuve de la solidarité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, que l'OSCE, qui pèse 1% du budget de l'OTAN, soit renforcée. C'est ça la solidarité. Et 3, la question du nucléaire. Il y a un traité d'interdiction des armes nucléaires qui a été voté en Assemblée générale de l'ONU, 122 États l'ont voté, qui a obtenu le prix Nobel de la paix par la campagne ICANN. Je pense que l'Europe doit se positionner vis-à-vis des nouveaux missiles américains qui vont arriver, alors que 60% des populations sont opposées. Quelle est votre question ? La question, c'est est-ce que vous seriez prêt à soutenir le livre blanc de la défense européenne ? 2, à renforcer l'OSCE, qui est un outil indispensable. Pourquoi l'OSCE ? Parce que n'oublions pas que le pacte de Varsovie a été dissous et Becker s'était engagé la main sur le cœur devant Gorbatchev en disant que l'OTAN n'ira pas s'étendre aux pays de l'Est, donc parole bafouée, avec des conséquences qu'on connaît très bien aujourd'hui avec la crise de l'Ukraine. Et 3, c'est la question du nucléaire. Les nouveaux missiles américains sont programmés, alors qu'on devrait en effet agir fondamentalement dans le cadre des menaces qui sont plus bioclimatiques que des menaces militaires aujourd'hui. Bon, je suis désolé, ce sera la dernière question puisque l'heure tourne. Désolé. Qui veut répondre ? Professeur Hess. Alors, sur la question du livre blanc, c'est une initiative extrêmement controversée en Europe parce qu'on est au cœur de la souveraineté nationale et d'avoir une instance, alors je ne dis pas supranationale, mais au moins collective, qui vient guider les choix nationaux en matière de capacité de stratégie militaire, c'est quand même extrêmement sensible. En 2001, au sommet de Laken, on s'était mis d'accord pour essayer de lancer l'ébauche d'une proposition pour un livre blanc qui avait été donné, dont la rédaction avait été donnée à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne ici à Paris, et votre serviteur a été en charge de la rédaction de ce livre. Donc, vous faites le tour des capitales européennes, vous demandez, OK, c'est quoi vos grands axes de stratégie? Donc, c'est l'exercice de grande stratégie. On est vraiment à des objectifs très, très généraux. Et après la visite de 4 ou 5 pays, vous vous rendez compte qu'il est quasiment impossible de mettre ensemble des traditions et des cultures stratégiques aussi différentes que celles du Portugal, de l'Autriche, et de la France ou de Malte. Donc vous arrivez à un exercice où il s'agit de propositions générales sur lesquelles vous allez faire des ébauches de structures de force, mais qui sont tellement, je dirais presque abstraites, qu'elles ne sont d'aucune utilité opérationnelle, sauf à aboutir à un objectif quantitatif minimal. Il nous faut à peu près 200 000 hommes pour répondre à la fourchette des menaces. Bon. Mais comme chaque pays fait à peu près ce qu'il veut dans ce chiffre collectif, ce sont des exercices qui sont extraordinairement difficiles. Alors, oui, il y a une utilité parce que les états-majors respectifs de tous les pays européens participent à ce genre d'études et donc ont un regard sur ce que font les autres. On a des mécanismes d'apprentissage en commun sur une opération passée. Ça, c'est intéressant. Il y a un collège d'ailleurs en Europe qui s'occupe de cette formation commune-là. Mais un livre blanc en tant que tel, c'est prématuré aujourd'hui pour l'Europe de la défense telle qu'elle existe aujourd'hui. Oui, sur le livre blanc, je partage ce que dit Jean-Yves Haine. Je ne suis pas sûr que dans les propositions que fera Louis Gauthier, on parlera de ce livre blanc.
parce qu'effectivement, c'est compliqué d'harmoniser complètement les politiques de défense des États membres. Aujourd'hui, voilà, la France, par exemple, elle a une politique de défense qui est en partie nationale, qui n'est pas en partie européenne, qui est en partie atlantique. Donc, on peut pas. Par contre, il y a des processus qui existent. Il y a des processus, les CDP, hein, les mécanismes de coordination, de développement de capacités entre Européens. Il y a un nouveau processus CARD qui va être lancé pour comparer les dépenses militaires des différents États. Donc, c'est sur ces processus-là qu'il faut se baser pour développer des projets en commun en matière capacitaire. Et puis après, il faut peut-être réviser le contrat opérationnel de l'Union européenne, parce qu'aujourd'hui, le contrat opérationnel de l'Union européenne, c'est être capable de déployer 2 bataillons tactiques. Il faut reconnaître que l'Europe Défense pourrait peut-être faire mieux que de pouvoir déployer 2 bataillons tactiques en matière militaire. Donc ça, c'est un vrai sujet. Sur le renforcement de l'OSCE, bon, moi j'étais ambassadeur à l'OSCE, donc j'y suis évidemment très favorable. Simplement, l'OSCE, elle a joué un rôle un peu nouveau dans la crise ukrainienne, justement parce qu'elle a pu déployer des observateurs durant la crise. Elle s'est retrouvée finalement comme un terrain un peu neutre entre les Russes et les Occidentaux pour pouvoir déployer cette mission à travers toute l'Ukraine qui a contribué à désescalader la crise. Maintenant, pour renforcer l'OSCE substantiellement, il faudrait qu'on trouve des termes communs d'entente entre la Russie et les Occidentaux. Et aujourd'hui, les divergences à la fois politiques, en matière de droits de l'homme, etc., sont trop profondes pour qu'on y arrive véritablement. Mais c'est une organisation qui a toute son importance. Sur le nucléaire, c'est compliqué de trouver un accord commun. Parmi les pays qui ont signé le traité, il y a l'Autriche, par exemple, qui est très, très engagé, hein, et qui est un pays membre de l'Union européenne. Donc je vois mal comment on peut se mettre d'accord dans l'Union européenne pour dire que les armes nucléaires, par exemple françaises, jouent un rôle dans la défense de l'Union européenne. C'est quelque chose qui est aujourd'hui impossible à dire dans un langage entre Européens, alors qu'on l'a dit dans le passé, dans l'UEO, à la fin de la guerre froide. Donc là, il y a un vrai sujet sur le nucléaire. Pour le moment, c'est une question qui n'apparaît qu'à l'OTAN, c'est-à-dire dans le cadre des rapports stratégiques entre OTAN et les autres puissances nucléaires, la Russie, mais peut-être aussi un jour la Chine. Bien, ce sera malheureusement le mot de la fin, puisque nous devons rendre la chair à la table ronde suivante. Je remercie tous les intervenants. Merci beaucoup.